Moi, je vais revenir sur un peu d'histoire, hein, à la fois sur l'idée de république, et puis sur la manière dont la question de l'universalisme se construit peu à peu au XVIIIe siècle notamment, et comment la combinaison entre république et idée d'universalisme arrive à se construire. Sur l'idée de république, alors on pourrait remonter à très longtemps, y compris à l'Antiquité, hein, mais je vais me cantonner au XVIIIe siècle pour ne pas faire trop long et pour bien percevoir comment en effet se construit l'idée d'universalisme autour de la République. D'abord, l'idée de République n'est pas quelque chose de net au début du XVIIIe siècle. Hein. C'est une construction qui apparaît, l'idée de République qui apparaît plus vers la moitié ou vers la fin du siècle, et évidemment après la Révolution française. Même déjà au début de la Révolution française, la question de la République n'est pas posée, à part quelques-uns qui la posent, mais ce n'est pas le sujet. Vous le savez, on a un certain nombre de penseurs qui vont faire évoluer la question des institutions politiques au XVIIIe siècle, et notamment Montesquieu, hein, à travers notamment de l'esprit des lois qui pose la question des pouvoirs, la question de l'équilibre des pouvoirs, de leur séparation, et l'idée qu'il puisse y avoir une organisation politique autre que celle que nous connaissions depuis des siècles dans notre pays. Plus tard, il y aura aussi Rousseau qui travaillera sur cette question de façon, et puis lui qui interviendra après et qui complétera toutes ces idées à travers notamment son idée de contrat social. Ce sont vraiment les deux penseurs qui posent la question de la République. Lorsque on se penche sur les œuvres de Diderot ou de Voltaire, par exemple, c'est beaucoup moins précis. Hein, chez ces deux auteurs, l'idée de République n'est pas quelque chose qui les habite, ou en tout cas de façon beaucoup plus imprécise que Montesquieu le pose ou Rousseau. Mais je vous donne ceci non pas pour qu'on entre dans le débat historique, mais simplement pour avoir deux, trois repères. Sur l'idée d'universalisme, ou l'idée qu'on ne doive pas réserver une organisation politique à un seul pays, il y a parallèlement un philosophe qui va poser ça de façon assez précise, lui, dans le courant du XVIIIe siècle, c'est le baron d'Holbach, qui développera l'idée qu'il existe un genre humain, et que donc il faut imaginer une construction politique autour de cette idée. Il appelle à l'établissement d'un droit du genre humain. C'est quelque chose d'assez nouveau, et le philosophe, donc le baron d'Holbach, est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'idée de cosmopolitisme, d'ouverture, du fait de regarder ailleurs que ce qui se passe à l'intérieur des frontières. Concernant tout le travail de l'encyclopédie, de Diderot et d'Alembert, qui, vous le savez, se sépareront au bout d'un moment à propos de querelles diverses. Le propos de l'encyclopédie n'est pas non plus de travailler autour de l'idée de république, ni même d'ailleurs d'universalisme. L'idée de l'encyclopédie, c'est d'abord de faire triompher la raison et les droits de l'homme, hein, dans la partie qui peut concerner la politique, puisque vous le savez, l'encyclopédie sera beaucoup consacrée aux sciences, aux découvertes scientifiques qui s'accompliront tout au long du XVIIIe siècle. Ce qui va vraiment poser une perspective universelle, et pour la première fois et en droit, ce sera la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et même si elle est inspirée des textes anglais, du Bill of Rights, excusez mon accent épouvantable, de 1689, ou évidemment de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, ces deux documents, l'anglais et l'américain, ne s'adressent pas à d'autres peuples que le peuple anglais et le peuple américain.
la perspective de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle, est clairement universaliste. Elle s'adresse à tous. Elle s'adresse effectivement à ce genre humain dont je vous parlais tout à l'heure rapidement. Et puis, évidemment, les choses vont s'accélérer très vite avec la Révolution française et avec les diverses étapes qui se succèdent, et notamment à travers... Vous savez que la République est installée à partir de septembre 1992. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a ensuite... on est dans une monarchie constitutionnelle, et puis, vous savez, la fuite à Varennes du roi en 1791 commence à effriter la confiance, si tant est qu'elle était encore unanime, du peuple à l'endroit du souverain. Et puis, donc, en 1792, il y aura plusieurs étapes, le 20 juin, le 10 août, de l'effondrement de la monarchie, et puis, donc, le 22 septembre 1792, c'est l'établissement de la République, c'est le premier jour de la République. Et dès novembre 1792, la Convention, qui est donc l'instance législative de l'époque, explique qu'elle accorde fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté. Et donc c'est la première fois qu'est posée là, pour le coup, en termes politiques, l'idée qu'il y a nécessité pour la nouvelle société politique française, la nécessité de s'adresser à d'autres peuples et de les secourir, de les aider pour recouvrer leur liberté. Vous le savez qu'à l'époque, la France est une république entourée de monarchies qui lui sont plus ou moins hostiles. La plupart lui sont violemment hostiles, puisqu'il y aura déclaration de guerre et qu'il y aura à la fois contestation des principes révolutionnaires à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur par beaucoup de monarchies coalisées. L'abbé Grégoire, homme célèbre de la Révolution française, à l'origine de beaucoup de progrès, déclarera, lui, en décembre 1792, « Tous les peuples sont nos amis ». Et donc il s'adresse là, il passe par-dessus les têtes des rois, et à travers ce discours, il s'adresse au peuple. Un peu auparavant, en septembre 92, donc sous cette République nouvellement créée, la Convention accorde le titre de citoyen français à 18 étrangers. Et notamment l'Américain Thomas Paine, qui est élu à la Convention, qui sera l'auteur de beaucoup de textes tout à fait intéressants d'ailleurs, qui évoquent l'idée de République universelle, et puis également le baron prussien Anacharsis Clotz, qui sera lui aussi élu à la Convention, et qui va promouvoir l'idée que ce que veut le régime révolutionnaire de l'époque, c'est à la fois de s'adresser à la France, mais également de s'adresser à l'Europe et au monde. Donc vous avez là les choses qui s'enchaînent de façon de plus en plus claire sur l'idée d'une république qui s'adresse au monde entier. J'arrête là pour ces considérations historiques de l'époque révolutionnaire, même si il est difficile de ne pas citer ce qui interviendra un peu après Emmanuel Kant, le philosophe Emmanuel Kant, vous le savez, qui définira ce que sont les Lumières. Qu'est-ce que les Lumières? J'y reviendrai tout à l'heure, c'est pour l'homme sortir de l'état de minorité. Si vous voulez, on pourra développer. Kant développe l'idée d'une paix perpétuelle entre les nations, et donc imagine un monde dans lequel les États cesseraient de se faire la guerre, et imagine une forme de république universelle, en effet, où tous les peuples pourraient s'entendre et sortiraient de cette confrontation quasi permanente qu'ils avaient connue pendant des siècles. Chez Condorcet aussi,
homme célèbre de la Révolution, le père de l'instruction publique, mais aussi grand mathématicien, grand scientifique. Il y a l'idée, donc Condorcet, lequel mourra en 1793, il y a l'idée que l'universalisme renvoie à l'idée justement de l'existence d'une unité du genre humain au-delà de la diversité culturelle de l'humanité, et que de mêmes règles, des principes communs, sans distinction, doivent s'adresser à tous, donc aux citoyens, comme cela vous a été évoqué tout à l'heure. Donc voilà pour ces grandes séquences politiques qui permettent d'identifier la manière dont à la fois l'idée de république arrive, et puis comment elle se construit autour de la notion d'universalisme. Bien sûr, ça connaîtra un certain nombre de développements, je vais y revenir dans un instant, mais les idées qui sont développées, par exemple, par le baron Anacharsis Clotz ou Thomas Paine, que je vous indiquais tout à l'heure, seront assez mal vus par la Convention nationale, et notamment la Convention montagnarde, qui aura une vision beaucoup plus nationale de la République, qui, dans un contexte en effet où cette République est menacée à l'intérieur et à l'extérieur, verra d'un assez mauvais œil ces idées cosmopolites, très ouvertes. Et d'ailleurs, l'un et l'autre, d'ailleurs Clotz comme Paine, seront exclus de la Convention parce que ces idées-là de défense de l'idée d'un genre humain ne seront pas nécessairement bien vues. Il y a évidemment ce qui va concrétiser cette unité du genre humain à travers un acte législatif extrêmement important qui va être la première abolition de l'esclavage, le 4 février 1794, le fameux décret du 16 Pluviose en 2. C'est un combat qui s'était noué à partir de la fin des années 1770 et qui s'est développé pendant les années 1780, porté par un certain nombre de personnes qui deviendront d'ailleurs des acteurs de la Révolution française. L'idée d'un citoyen universel, et donc il ne peut pas y avoir de distinction fondée sur la naissance, et notamment sur la couleur de peau, et par conséquent, ça sera un des grands acquis de la Révolution française, cette abolition de l'esclavage qui, comme vous le savez, elle sera remise en cause une dizaine d'années plus tard par Napoléon, qui rétablit l'esclavage, et il faudra attendre 1848 pour avoir l'abolition définitive de l'esclavage en France, à travers notamment l'action de Victor Schœlcher et beaucoup d'autres autour de lui. Sur cette idée de genre humain, d'universalisme, vous aurez, je faisais allusion à la Deuxième République et à 1848, la deuxième abolition de l'esclavage. Vous aurez aussi cette idée qui va se développer, notamment autour du marxisme, mais même autour de cette année 1848, qui fut appelée le printemps des peuples, et qui connaîtra dans un certain nombre de villes ou de pays des proclamations républicaines. Ça sera le cas à Rome, à Palerme, mais aussi à Berlin, à Vienne, à Francfort, et dans des pays entiers comme la Pologne, la Hongrie ou la Roumanie. Donc l'Europe de l'Est est très concernée par ce printemps des peuples qui, en France comme dans tous ces pays, connaît une expansion tout à fait extraordinaire pendant cette année miraculeuse de 1848 du printemps des peuples, qui finira plus ou moins bien dans un certain nombre de pays. C'est aussi ce qui va se développer autour de l'international, qui sera un champ de ralliement promu par le marxisme, dans lequel, vous le savez, il y a le refrain dans lequel on fait appel au genre humain. Donc l'idée qu'il y a en effet une considération qui doit lier l'ensemble de l'espèce humaine. Je m'arrête là pour ces considérations
proprement historique pour en venir à la fois à la contestation de cette idée-là, et puis ensuite je ferai évidemment un biais à travers la franc-maçonnerie, qui elle va poser la question de la République universelle, donc d'un universalisme républicain très tôt après son implantation en France. Vous le voyez bien, cette idée selon laquelle on doit accorder des droits égaux à des citoyens, quelles que soient leurs origines, est quelque chose qui rompt avec l'ordre précédent. Et ça va évidemment bousculer des certitudes, ça va bousculer beaucoup d'habitudes, ça va bousculer une organisation politique qui était fondée tout autrement. Et on aura une contestation théorique très claire de cette idée d'universalisme à travers ce que va écrire le comte Joseph de Maistre, qui était savoyard. À l'époque, la Savoie n'était pas rattachée à la France. Et Joseph de Maistre avait cette particularité aussi d'être franc-maçon, comme quoi la franc-maçonnerie était déjà, à cette époque, extrêmement diverse et représentative de courants parfois antagonistes. Joseph de Maistre pose donc très bien la contestation de l'idée d'universalisme en disant, je cite, c'est pas très long, « Il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. » Et donc, à travers ces quelques phrases, Joseph de Maistre conteste l'idée qu'il y a un genre humain. Pour lui, chaque homme, chaque femme a fortiori, parce que les femmes ont moins de droits dans la société de l'époque, vous vous en doutez, chaque homme est rattaché à son histoire, est rattaché à la nation dans laquelle il est né, dans laquelle il a vécu, et il est là pour poursuivre une filiation qui lui a été léguée par les liens de l'histoire. Nous avons donc, à travers la franc-maçonnerie, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nous allons connaître de cette idée de République universelle quelque chose de très novateur, très vite. La franc-maçonnerie, vous le savez peut-être, on considère qu'elle naît officiellement sous sa forme moderne en tout cas, en 1717 à Londres, en Angleterre. Et puis, elle va très vite s'implanter sur le continent, notamment en France, à partir des années 1720, 1730, plutôt, 1725, 1730, et elle va très très vite progresser en France. Ça deviendra une institution extrêmement prospère, extrêmement étendue à la veille de la Révolution française. Et elle regroupe des hommes de conditions diverses, et notamment, il y a un homme qui pose les choses de façon très claire. Alors, il y a d'abord, je dois vous le citer pour être tout à fait complet, ne rien omettre. Il y a les constitutions d'Anderson qui continuent à être considérées un peu comme le texte, comme la charte fondatrice de la franc-maçonnerie, qui est écrite ces constitutions sont écrites par un pasteur, donc du nom de James Anderson, en 1723. Et dans cette charte fondatrice, il est écrit que la franc-maçonnerie se propose d'être le centre de l'union et le moyen de nouer une amitié fidèle parmi des hommes qui, sans cela, seraient restés à perpétuelle distance. Et donc, la franc-maçonnerie se propose de réunir les frères dispersés sur les deux hémisphères. Mais le texte le plus abouti, le plus novateur, le plus intéressant, à mon sens, qui va nous parler de République universelle, il est écrit par un homme qui s'appelle Ramsay, qui est chevalier, qui est un Écossais qui est installé en France, qui est évidemment un protestant converti au catholicisme, qui se rapproche de Fénelon. Et donc, le chevalier de Ramsay, qui a exercé des
fonction extrêmement importante dans la franc-maçonnerie d'alors, le Grand Orient de France, enfin en tout cas ce qu'il deviendra par la suite, ce qu'on appelle la première grande loge de France, mais ce qui donnera naissance au Grand Orient en 1773. Le chevalier de Ramsay, donc dans un discours qui est très long, je vais simplement vous citer le passage éclairant pour notre débat de ce soir, écrit la chose suivante. Les hommes ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu'ils parlent, des habits qu'ils portent, des pays qu'ils occupent et des dignités dont ils sont revêtus. Le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. C'est pour faire revivre et répandre ces essentielles maximes prises dans la nature de l'homme que notre société, donc la franc-maçonnerie, fut d'abord établie. Nous voulons réunir tous les hommes d'un esprit éclairé, de mœurs douces et d'une humeur agréable, non seulement par l'amour des beaux-arts, mais encore plus par les grands principes de vertu, de science ou de religion, où l'intérêt de la confraternité, donc à nouveau la franc-maçonnerie, devient celle du genre humain tout entier, où toutes les nations peuvent puiser des connaissances solides, où les sujets de tous les royaumes peuvent apprendre à se chérir mutuellement sans renoncer à leur patrie. Alors ce texte, ce discours de Ramsay, est considéré comme un peu le programme théorique de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, et ce discours aura une postérité très forte. Il sera une sorte de best-seller de l'époque. Il circule beaucoup, et donc il pose, vous voyez, les bases de ce qu'est la franc-maçonnerie. Parce qu'en effet, la franc-maçonnerie, à partir de ces années 1720-1730, et a fortiori par la suite, propose un système d'organisation qui est en rupture totale avec l'ordre que connaît la société de l'époque. Nous sommes sous la monarchie absolue de droit divin. L'Église catholique règne sur les consciences, en tout cas celles des catholiques, et vous savez, pour ceux qui appartiennent à des religions minoritaires, et en particulier les protestants, les choses sont un petit peu plus compliquées, et a fortiori pour ceux qui peuvent appartenir à d'autres confessions ou voire être non-croyants. Donc c'est le règne de la monarchie absolue de droit divin, c'est l'Église catholique qui règne sur les consciences, et nous sommes dans une société qui est une société d'ordre, où vous appartenez à un ordre à la naissance et vous n'en dérivez pas, sauf évidemment pour ce qui concerne le clergé. C'est quelque chose d'un peu évidemment différent, puisque on ne naît pas membre du clergé, mais j'y reviendrai si vous le souhaitez. La franc-maçonnerie donc propose un cadre d'union, un cadre de réunion dans lequel vont pouvoir se retrouver des hommes, puisque pour les femmes ça viendra à la fin du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie féminine naîtra à la fin du XVIIIe siècle, même s'il y a des ébauches, pas tout à fait d'ailleurs inintéressantes à partir des années 1750-1760, mais donc, la franc-maçonnerie est très très globalement masculine, et donc elle propose un cadre dans lequel vont se réunir des hommes que tout sépare à l'extérieur. On y trouve beaucoup de nobles, et donc avec une noblesse qui est très diverse dans sa composition interne, c'est-à-dire de la haute noblesse mais aussi la petite noblesse. On y trouve un certain nombre de roturiers, ce qui deviendra plus tard le tiers-état, et donc à travers ces roturiers, il y a beaucoup de configurations professionnelles, culturelles diverses. On y trouvera beaucoup de commerçants, on y trouvera des militaires, ils peuvent être aussi nobles bien entendu, on y trouvera des scientifiques, en tout cas des gens qui s'occupent de sciences, des littérateurs, on y trouvera des philosophes, on y trouve évidemment des hommes instruits, parce que la franc-maçonnerie s'adresse à des gens qui savent lire et écrire, et donc on n'aura pas évidemment toute la composition du spectre social réunie à l'intérieur, mais on trouve encore une fois des hommes de conditions extrêmement diverses, et puis surtout pour l'époque, et c'est ça peut-être
il n'y a pas que ça, mais ça constituera un élément considérable. La franc-maçonnerie réunit énormément d'hommes d'église. Elle réunit des prêtres, beaucoup, elle réunit quelques évêques parfois, un certain nombre de moines, donc de ministres du culte qui appartiennent à des ordres monastiques, et puis elle réunit aussi beaucoup de pasteurs protestants. Et donc, vous voyez, cette société, là, elle va proposer donc un cadre de réunion qui rompt totalement avec son environnement social et politique, qui va donc réunir des hommes qui vont se retrouver dans un espace de liberté, où ils peuvent parler, ils peuvent tout se dire, ils sont un peu à l'abri, ils sont dans le secret des temples maçonniques, ils vont se retrouver sur un pied d'égalité, même si les choses sont un petit peu relatives, parce que la direction des loges maçonniques est assurée exclusivement par des nobles jusque dans les années 70, mais à l'intérieur de la loge, ils vont se retrouver sur un pied d'égalité et ils vont s'appeler les uns les autres, et ça rompt là aussi avec les habitudes de l'extérieur, ils vont s'appeler mon frère. Et un roturier, un commerçant, va s'adresser à un duc ou à un comte en l'appelant mon frère. Un pasteur va s'adresser à un évêque en l'appelant mon frère. Et ça rompt de façon considérable avec ce qu'on connaît à l'extérieur, ce qui va provoquer évidemment la méfiance des autorités politiques d'alors. Sous Louis XV, la franc-maçonnerie n'est pas forcément très bien vue, sous Louis XVI non plus, mais la monarchie s'en accommodera avec plus ou moins avec des nuances diverses, mais ça va surtout provoquer l'irritation de l'Église catholique du Vatican, qui va trouver absolument insupportable que des protestants et des catholiques puissent dialoguer, puissent se retrouver dans un même espace, puissent s'appeler mon frère et puissent échanger, alors que, vous le savez, les guerres de religion s'étaient succédées en France pendant des siècles. Elles avaient connu une intensité particulière à certaines époques, et la Saint-Barthélemy laisse encore des traces. D'ailleurs, les traces, elles continuent à exister dans notre pays depuis lors. Ces affrontements, évidemment, entre catholiques et protestants, qui continuent d'ailleurs à marquer un certain nombre de nos territoires dans quelques-unes de nos provinces. Donc, l'idée selon laquelle des hommes de conditions diverses vont pouvoir se retrouver dans un espace de liberté, se parler secrètement, sans que les choses ne filtrent à l'extérieur, va constituer pour l'Église catholique quelque chose d'absolument insupportable. Et donc, il y aura, l'année même du fameux discours du chevalier de Ramsay, de 1738, il y aura la première bulle pontificale d'excommunication des francs-maçons. Et donc, cette bulle est prononcée, la bulle, c'est un document, c'est une sorte de jugement qui ne sera jamais véritablement appliqué, parce que le Parlement ne la ratifiera pas. Il fallait que les bulles pontificales soient ratifiées par le Parlement, mais en tout cas, elle est émise par le Vatican. Elle a pour nom In Eminenti, et donc elle est émise par le pape Clément XII, et elle dit que elle excommunie les catholiques francs-maçons. Elle dit qu'il y a une incompatibilité entre l'appartenance à la franc-maçonnerie et le catholicisme. Cette bulle pontificale sera renouvelée sous une forme à peu près comparable en 1751 par le successeur de Clément XII, Benoît XIV, et il y aura une succession de bulles pontificales pendant le XIXe siècle, à la fin du XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle, et pour vous donner une idée du maintien de la part de l'Église catholique, en tout cas de sa direction, du maintien d'une forte hostilité à l'égard de la franc-maçonnerie, il faut savoir qu'en 2014, donc nous ne sommes pas très loin de notre période actuelle, en 2014, un prêtre catholique dont l'appartenance à la franc-maçonnerie avait été révélée par la presse, exerçant son ministère dans le diocèse de Chambéry, s'est vu excommunié par l'Église catholique. Cet homme donc était prêtre, tout simplement, avait exercé son ministère.
Il appartenait en même temps au Grand Orient de France. Son appartenance a été révélée et dans les semaines qui ont suivi, l'évêque d'abord l'a suspendu et le Vatican a confirmé l'interdiction de l'exercice de son ministère. Donc il a été chassé de ses fonctions de prêtre, il a été chassé évidemment de son logement, s'est retrouvé sans toit et sans profession, simplement parce qu'il appartenait à la franc-maçonnerie au Grand Orient de France. Donc vous voyez que, même si évidemment il n'a pas eu à subir d'autres foudres que celle-ci, vous voyez que l'Église catholique continue à produire à l'encontre de la franc-maçonnerie une hostilité soutenue, on va dire. Donc, les loges maçonniques se développent pendant tout ce XVIIIe siècle, et elle propose donc de réunir ces hommes sur l'idée qu'ils appartiennent tous à une commune humanité. C'est Ramsay lui-même qui pose cette idée de république universelle dans son discours. Et donc, vous voyez que la franc-maçonnerie propose très très tôt une forme d'organisation, une espèce de république universelle en miniature. Les loges maçonniques proposent de réunir ce qui pourrait constituer le modèle d'une organisation sociale dans laquelle les hommes font preuve entre eux de tolérance, on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre aux cultures des autres, on a le goût des humanités, et surtout, ce qui est peut-être le plus important, ce qui importe pour rassembler les francs-maçons, c'est les vertus individuelles et les qualités propres des individus, et non pas ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont censés représenter. C'est-à-dire que l'idée du rassemblement de ces hommes, encore une fois pour les femmes ça viendra plus tard, c'est le projet qu'ils nourrissent, ce qu'ils veulent faire. Comme dit Ramsay, c'est des hommes qui sont réunis par l'amour des beaux-arts, par les vertus, par l'amour de la vertu, etc., etc. Ce sont évidemment des belles phrases, mais qui ne sont pas sans intérêt néanmoins, parce qu'elles ont aussi du contenu, elles ne sont pas que belles. Donc c'est l'idée qu'on va réunir des hommes qui ont un projet commun. S'améliorer eux-mêmes, ça c'est la démarche maçonnique, si vous voulez on pourra en parler également, et améliorer la société qui les environne. Essayer de construire cette république universelle, dont ils savent, les francs-maçons de l'époque, comme les francs-maçons actuels, que c'est une utopie, et qu'ils ne la verront jamais, et que probablement c'est peut-être mieux, parce que comme toutes les utopies, elle peut aussi avoir des formes de travers dans des dérives qui pourraient les accompagner. Mais c'est l'idée qu'on va se construire soi-même, et on va construire le monde autour de l'idée d'un projet, d'un progrès, et qu'on va tourner le dos à l'idée d'une organisation de la société qui était fondée sur la transmission des héritages, des origines, de l'histoire, et que les hommes n'étaient que le produit d'une histoire. On va considérer à partir du projet maçonnique, mais pas seulement, il y a aussi, évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure de façon très, très elliptique, très rapide, il y a c'est le siècle des Lumières, le siècle des philosophes, donc il y a l'aventure de l'encyclopédie, il y a les salons littéraires, il va y avoir un bouillonnement extraordinaire. Les hommes vont renouveler leur mode de pensée, ils vont tous, ils n'ont pas besoin d'être francs-maçons pour ça, ils vont, pour beaucoup d'entre eux, mettre à distance les dogmes politiques et religieux qui s'imposaient depuis des siècles, et donc ils vont essayer de desserrer l'étau qui enfermait les hommes dans un déterminisme dont ils ne pouvaient pas sortir. Donc l'idée qu'on va pouvoir maintenant construire un monde, construire une société qui ne réunit pas simplement des hommes à travers leurs héritages, qu'ils ne sont pas considérés simplement à travers leurs héritages, qu'ils soient ethniques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient culturels, qu'ils soient de toute nature, mais qu'on va réunir des hommes pour ce qu'ils veulent faire,
pour le projet qu'ils veulent faire. Et j'évoquais tout à l'heure très vite la question à laquelle répond Emmanuel Kant à la question, la réponse que fournit Emmanuel Kant à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Donc Kant dit c'est pour l'homme sortir de l'état de minorité. C'est s'affranchir de toute tutelle, qu'elle soit individuelle ou collective. C'est-à-dire de ne plus avoir au-dessus de soi une autorité quelconque, qu'elle soit encore une fois individuelle ou collective, qui va dire à l'homme comment il doit penser. Donc il va pouvoir s'affranchir, il va pouvoir construire à travers les outils qu'il acquiert les conditions de son autonomie. Il va donc sortir de l'état de minorité, devenir un majeur, devenir plus tard un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui s'accomplit lui-même, qui peut se construire parce qu'il a, encore une fois, réuni les conditions de son autonomie, il a réuni des connaissances et il ne croit plus, il demande à voir. Lorsqu'on lui expose quelque chose, cet homme, il demande à voir, il demande à constater, il demande à vérifier ce qu'on lui dit, alors que pendant des siècles, on lui a imposé un ordre qui était un ordre politique ou un ordre religieux sur lequel il n'avait pas pour lequel il n'avait pas à discuter des choses. Donc l'idée qu'il va enfin pouvoir s'affranchir de ces déterminismes, qu'on ne va plus lui demander d'où il vient, s'il est noble ou pas, s'il est membre de tel ou tel ordre, justement, parce que cette société d'ordre dans laquelle les hommes étaient plongés de la naissance jusqu'à la mort, c'était une société qui accordait des droits différenciés. Lorsque vous aviez la chance d'appartenir à la noblesse, vous aviez davantage de droits que lorsque vous apparteniez au tiers-état. Et en l'occurrence, souvent, en dehors du fait d'être mieux traité dans la société, vous étiez exempté d'impôts, puisque c'était précisément le tiers-état qui était, lui, soumis à des impôts insupportables, ce qui conduira, d'ailleurs, ce sera une des explications de la Révolution française, pas la seule, mais le peuple était pressuré d'impôts pour pouvoir, que à la fois la noblesse et le clergé vivent dans une opulence parfois, et même souvent, insupportable à tous, alors que pour le peuple, c'était pour 95% de sa composition, c'était la famine, c'était la misère, c'était en permanence une condition sociale extrêmement précaire. Et donc, cette société d'ordre, elle va être évidemment brisée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pose à travers son article 1er « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». À partir de ce moment-là, on ne pourra plus faire de distinction entre les hommes en fonction de leur naissance. À la naissance, ils seront égaux en droit. Et donc ça va être une révolution dans l'ordre juridique, dans l'ordre politique, au niveau international, mais vous le voyez, la franc-maçonnerie, il se trouve que je suis aussi là pour parler comme franc-maçon, la franc-maçonnerie l'a posée dès le début du XVIIIe siècle, même si il n'y a encore une fois pas qu'elle qui a réfléchi à ces questions, mais elle le pose et elle le réalise pratiquement dans les loges maçonniques. Encore une fois, on trouve ces hommes de conditions diverses qui se retrouvent dans un espace de liberté, sur un pied d'égalité, et donc ce qui va leur permettre d'entretenir entre eux des rapports de fraternité. Et donc vous avez là la devise républicaine qui s'incarne aussi de façon presque parfaite. Donc cette idée extrêmement nouvelle, elle va poursuivre son œuvre, elle va poursuivre son accomplissement au cours du siècle suivant, le 19e, avec des hauts et des bas, et puis elle va connaître cette idée d'un genre humain auquel on doit accorder des droits égaux, elle va connaître une consécration
dans l'ordre juridique international à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. On a célébré son 70e anniversaire il y a 2 mois, laquelle Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée à Paris au lendemain de la guerre, et ce n'est pas un hasard si elle a été signée après le deuxième conflit mondial, qui avait vu précisément un certain nombre de régimes, et notamment le régime nazi, expliquer qu'il y avait des races à l'intérieur du genre humain, qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures, et que les races inférieures, elles devaient être éliminées pour le profit des autres. Et que donc, cette idée qu'il y a un genre humain sans race à l'intérieur, c'est une donc, idée qui va irriguer cette Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui reprend presque mot pour mot dans son article 1er, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Simplement, on rajoute le terme de dignité. Tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Et puis, bon, c'est complété par un certain nombre d'autres considérations. Je ne rentre pas dans le débat juridique qui vise à comparer les deux déclarations. Vous voyez que l'esprit est le même. C'est-à-dire que quelles que soient les ethnies, quels que soient les pays, quelles que soient les couleurs de peau, quelles que soient les cultures, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, les hommes et les femmes, tous les êtres humains doivent bénéficier de droits égaux partout à la surface de la planète. Et ça, donc, c'est une idée évidemment extrêmement forte, à laquelle qui s'attache évidemment à l'idée d'universalisme républicain, qui a été contestée, je vous l'ai dit, et je vais m'acheminer vers ma conclusion pour ne pas trop vous lasser et pour qu'on puisse débattre. C'est une idée, vous l'avez vu, qui a été contestée dès le départ, évidemment par l'Église catholique, par la monarchie, par les institutions qui étaient installées, qui a été contestée philosophiquement. Je vous citais tout à l'heure les phrases de Joseph de Maistre, il n'y a point d'homme dans le monde, j'ai rencontré dans ma vie des Français, des Italiens, etc. Et évidemment, ce que pose Joseph de Maistre, qui est un des grands penseurs de la contre-révolution, ça va nourrir tout ce que l'extrême droite, qui naît à ce moment-là, la contre-révolution, va porter pendant les siècles qui nous séparent de cette fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire l'idée que, eh bien, il n'y a pas de genre humain. Les hommes, les femmes, sont les produits d'une histoire. Ils sont insérés dans une culture. Et donc, ils sont attachés à cette culture. Et d'une certaine manière, ils y sont assignés. Ils ne peuvent pas en sortir. Et lorsqu'ils prétendent en sortir, ça peut donner des choses qui, en général, hérissent l'extrême droite, c'est-à-dire l'idée de métissage, l'idée de cosmopolitisme, l'idée qu'on se mélange, l'idée qu'on ne soit pas acculé à vivre uniquement séparé selon sa couleur de peau, selon ses cultures, etc., etc. C'est ce qui viendra justifier dans les années 60 et 70, à travers quelques officines d'extrême droite qui avaient sévi dans notre pays, mais qui continuent à produire leurs effets, des officines comme le Club de l'Horloge ou le Grèce, qui venaient légitimer le régime d'apartheid qui, à l'époque, régissait encore les principes politiques de l'Afrique du Sud, la République sud-africaine, et qui disait que... on ne parlait plus de race égale ou inégale, comme sous l'époque du nazisme. On disait simplement que, selon les ethnies, on ne pouvait pas vivre ensemble. Et c'est ce que l'Afrique du Sud, dans son système politique, appelait le développement séparé des races. On ne peut pas se mélanger. Et donc, vous aviez en Afrique du Sud une organisation en bantoustan, qui faisait que, selon l'ethnie à laquelle vous apparteniez, alors a fortiori les blancs et les noirs étaient séparés, mais à l'intérieur même des différentes ethnies noires, il y avait des séparations, et donc chacun était enfermé dans une catégorie dont il ne pouvait quasiment pas sortir. Vous avez une incarnation de cette logique-là, de séparation à la naissance jusqu'à la mort, à travers un régime qui continue à exister, qui existe depuis longtemps, qui continue à exister et à s'imposer aux
aux hommes et aux femmes qui vivent sous l'empire de cette logique-là, c'est ce qui se passe en Inde, à travers les castes. Vous naissez membre d'une caste et jusqu'à la fin de vos jours, vous appartenez à cette caste et vous ne pouvez pas en sortir. Vous êtes enfermé dans la logique de naissance qui vous a enfermé donc, dans vos héritages, dans vos origines, et donc qui font de vous quelqu'un qui va perpétuer une histoire, mais qui ne peut pas en sortir d'une certaine manière, qui ne peut pas se construire en dehors de cette histoire. Donc, contestation de cette idée d'universalisme républicain depuis le début, c'est contesté de façon permanente par un certain nombre de courants. Ce qui est un peu nouveau dans la période qui nous caractérise aujourd'hui, c'est que cet universalisme républicain, cette idée de droit universel, de genre humain, qui n'était autrefois contesté que par des courants d'extrême droite, devient aussi maintenant est aussi propagé par des courants qui appartiennent à la gauche ou à l'extrême gauche. Et vous avez, au nom d'une vision communautariste ou multiculturaliste, comme on dit chez nos amis anglo-saxons, à travers des formes de reconnaissance des identités culturelles, ethniques, religieuses, d'un relativisme culturel, c'était évoqué tout à l'heure à travers le propos d'introduction. Vous avez des formes de reconnaissance du groupe qui font que vous avez une contestation de l'idée même d'individu qui pourrait s'extraire de ses héritages et de ses origines. Et donc un enfermement dans une communauté d'appartenance réelle ou supposée. Et donc, si vous êtes blanc, vous êtes avec les blancs, si vous êtes noir, vous êtes avec les noirs. Et je parle évidemment de ça de façon précise parce que vous avez maintenant un certain nombre de syndicats enseignants ou de syndicats étudiants qui promeuvent ou qui soutiennent des opérations dans lesquelles des réunions publiques sont organisées, dans lesquelles on sépare les gens en fonction de leur couleur de peau. Ça existe en France, et de la même manière qu'on avait dans les années 40 des wagons de métro ou des squares interdits aux juifs, qu'on avait dans les années 60 évidemment en Afrique du Sud ou aux États-Unis d'Amérique même des bus ou des toilettes publiques interdites aux noirs, on a aujourd'hui en France des réunions publiques, des réunions syndicales de formation, des réunions de syndicats étudiants dans lesquelles on dit on vous trie selon votre couleur de peau. Et si vous êtes blanc, si vous n'êtes pas racisé, selon le vocabulaire utilisé par ces courants-là, qui sont les courants indigénistes, vous êtes distingué selon votre couleur de peau. Et donc vous voyez que ce qu'on pouvait imaginer appartenir à l'histoire et faire partie de nos cauchemars les plus épouvantables d'une telle conception de l'ordre humain, aujourd'hui, après avoir été chassé par la porte, ça revient par la fenêtre et ce n'est plus seulement porté par des courants qu'on avait une grande facilité à identifier, l'extrême droite pour faire court, au sens large. Maintenant, il y a des courants qui se revendiquent progressistes et qui défendent une telle séparation du genre humain au nom d'une lecture racialiste des rapports précisément entre les hommes, entre les femmes, et donc qui enferme, comme le faisait la société d'ordre d'Ancien Régime, ou la société de caste, qui enferme les hommes et les femmes dans leurs conditions de naissance et qui leur dénie en quelque sorte la capacité à se construire eux-mêmes comme individus indépendants, autonomes. C'était le projet des Lumières. Donc derrière tous ces débats qui peuvent paraître un peu théoriques, vous voyez bien qu'il y a des enjeux considérables, c'est-à-dire que cet héritage des Lumières, cet héritage de l'universalisme, cet héritage de l'idée qu'il y a un genre humain qui transcende toutes les différences culturelles, qui aujourd'hui vient se reposer et encore une fois parfois sous le masque de courants progressistes. C'est ce qui fait que de plus en plus, la question sociale, les questions sociales sont évacuées et que se substitue une lecture raciale
des rapports humains. C'est ce qui fait que on voit de plus en plus de logiques d'enfermement communautaire, de repli identitaire, d'affirmation de l'identité de l'un forcément contre l'autre. Et donc, plutôt que d'avoir une conception égalitaire des rapports entre les hommes, eh bien, c'est une conception identitaire qui est de plus en plus avancée. Voilà, je m'arrête là pour laisser un peu de place au débat. J'ai probablement été un peu trop long, mais je voulais essayer d'être le plus complet possible. En tout cas, je vous remercie de votre patience, de votre écoute.